Donc notre interprète de luxe, Thierry Doré, donc je vais le présenter en deux temps, hein, puisque tout à l'heure il intervient en tant qu'auteur, et donc là dans ce premier temps en tant qu'interprète, je le présente seulement sous certaines de ces casquettes qui peuvent vous montrer la légitimité du remplacement. Donc Thierry, il est d'abord directeur scientifique d'AgroParisTech, en plus d'être professeur d'agronomie à AgroParisTech. Et en tant que directeur scientifique, vous comprenez que tous les fronts de recherche et d'enseignement, il les connaît, puisqu'il anime l'ensemble du dispositif de recherche et d'enseignement par la recherche. Donc c'est une première de ses casquettes. Mais la deuxième casquette, c'est qu'il a été pendant 3 ans, entre 2012 et 2015, président de l'Association française d'agronomie. Et là aussi, dans l'ensemble de la démarche des liens entre agronomie et agroécologie, eh bien, il a la vision très large des développements de l'agronomie et de l'agroécologie dans les différents territoires de production agricole, et en particulier l'agriculture en ville. Et puis, nous sommes dans un contexte de lycée agricole, et Mathieu a parlé du programme national du ministère de l'Agriculture, Enseigner à produire autrement. Et il se trouve que Thierry Doré est également, dans une de ses multiples vies, est président du comité d'orientation nationale Enseigner à produire autrement. Donc, vous voyez qu'avec ces 3 casquettes, il peut intervenir en nom et place de Christine Aubry. Et encore merci d'avoir accepté de la remplacer au pied levé, puisque c'est hier que la décision a été prise. Donc Thierry, tu as la parole pour pouvoir présenter cette thématique, l'agriculture urbaine pour une agroécologie en ville. Ok, merci. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai déjà fait une première gaffe avec le micro que j'ai ouvert alors qu'il ne fallait pas l'ouvrir. Bon, voilà. Et en plus, Philippe me met une pression pas possible. Je déteste les gens qui, parce qu'ils ont une responsabilité, se considèrent autorisés à parler de tout et n'importe quoi. Et là, je me retrouve dans une situation où je ne parle pas de mon sujet. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises, et je compte d'emblée sur votre indulgence. Et évidemment, j'essaierai de répondre aux questions, mais ça sera sans commune mesure avec ce que Christine Aubry aurait pu faire. Alors, je démarre. Le titre de l'intervention, c'est « Les agricultures urbaines pour une agroécologie des villes ». Il se trouve que l'agroécologie s'est développée en tant que mouvement, en tant que concept, plutôt dans des positions d'agriculture, on va dire, traditionnelles, c'est-à-dire d'agriculture des campagnes. Et l'agriculture urbaine, depuis une vingtaine d'années, se développe sans faire trop de référence spontanément à l'agroécologie. Donc toute la question se pose de savoir s'il y a de fait une convergence entre l'agroécologie et le développement de l'agriculture urbaine. Et c'est donc bien cette question-là que Christine a tenté d'instruire, avec 2 temps dans la présentation. Le premier temps, c'est caractériser ce que sont les agricultures urbaines, puisqu'il y a plusieurs types d'agriculture urbaine. Et je vais passer un petit moment à tenter de préciser dans cette constellation d'agriculture qui se revendique de l'agriculture urbaine, quels en sont les principaux types, quel type de production, quel type de commercialisation, quel type de lien social dans ces différentes formes d'agriculture urbaine. Et puis dans un deuxième temps seulement, je confronterai ces types d'agriculture urbaine au canon de l'agroécologie, ce qui caractérise l'agroécologie, pour voir si, de fait, il y a convergence entre agriculture urbaine et agroécologie. Donc, première partie sur les agricultures urbaines, au pluriel. On peut partir d'une définition un peu historique, qui a déjà une vingtaine d'années, qui concerne l'agriculture urbaine, caractérisée davantage par sa localisation et par la relation de compétition qu'elle peut entretenir avec la ville. Donc c'est une définition de Moustier et Mbaye, qui ont travaillé beaucoup, en particulier sur l'agriculture urbaine des pays du Sud. Ça date de la période à laquelle on a commencé à s'intéresser à l'agriculture urbaine comme objet d'étude scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est la date d'émergence de l'agriculture urbaine, il en existait auparavant, mais c'est à partir de ce moment-là que les publications scientifiques ont commencé à fleurir. Une deuxième définition un peu plus contemporaine de l'agriculture urbaine met l'accent sur d'autres dimensions. Il ne s'agit plus seulement de traiter de la localisation et du rapport de compétition qu'il peut exercer avec la ville,
Cette deuxième définition met en avant les relations bilatérales qui peuvent exister entre la ville et l'agriculture dans la ville ou autour de la ville, relations qui sont réciproques, et pas seulement de compétition, qui peuvent être aussi d'enrichissement mutuel, et avec une multiplication des services qui sont produits par l'agriculture, qui ne sont pas seulement des services de production, mais qui sont aussi des services paysagers, de récréation, écologique et de lien social. Donc c'est plutôt maintenant dans cette définition-là que les gens qui travaillent sur les agricultures urbaines se retrouvent, et à partir de cette définition que des travaux ont été menés récemment, notamment par Christine Aubry et son équipe, pour monter une typologie de ce que sont les agricultures urbaines, avec 5 grandes catégories d'agriculture urbaine qui traduisent la diversité de ces rapports entre la ville et l'agriculture, avec des implications variées sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan alimentaire. Alors ces 5 types d'agriculture urbaine, les voici. Le type le plus connu peut-être, et celui qui a l'histoire la plus ancienne, c'est celui des fermes urbaines ou périurbaines, avec commercialisation en circuit court. En venant ici, j'en ai vu plusieurs qui étaient indiqués le long des rues. Donc c'est quelque chose qui est évidemment connu dans l'agglomération de Dunkerque. À côté de ça, deuxième type d'agriculture urbaine, ce sont les jardins associatifs. Donc déjà là, on voit une nuance entre l'agriculture et le jardinage. Les jardins associatifs, ils sont à vocation moins commerciale en général, on va le voir tout à l'heure, et ils sont partagés entre différents acteurs qui ne sont pas forcément des opérateurs économiques, mais qui sont plutôt du type citoyen. Troisième catégorie d'agriculture urbaine, les micro-fermes urbaines multifonctionnelles. Ça fait un peu ésotérique comme terme, mais je présenterai tout à l'heure ce dont il s'agit. Quatrième type, les serres urbaines, en développement important dans certaines parties du monde. Et enfin, ce qu'on appelle indoor farming, c'est-à-dire l'agriculture qui se passe à l'intérieur des bâtiments et non plus sur des terrains urbains, mais à l'extérieur des bâtiments. Donc je vais présenter chacun de ces 5 types de manière très brève pour être sûr qu'on est d'accord de ce dont on parle, en évoquant finalement le type de production pour chacun de ces grands types, le type de commercialisation et les services que ces 5 grands types sont supposés remplir pour la ville et pour les citoyens. Premier type. Donc je fais des bêtises avec la voix, je fais aussi des bêtises avec l'image. J'ai perdu les diapos. Alors je peux essayer de parler sans les diapos, mais ça va être... On met la barre toujours plus haut. Donc j'avance ou vous avancez à la technique? Ok. Merci. Donc premier type, les fermes périurbaines en circuit court. Leur vocation première, leur objet social, c'est la production agricole, et en particulier sur 2 grands types de production qui font la plupart des productions de ces fermes périurbaines en circuit court. D'une part le maraîchage et d'autre part la production de petits animaux, les volailles. Globalement, ce sont des fermes périurbaines qui se mettent en place, non pas en hors-sol, mais en pleine terre, donc sur un support physique géographiquement important à l'intérieur de la ville, avec une diversité de commercialisation de produits et une tendance à la diminution des tailles des fermes, à la décroissance des tailles des fermes, liée à la compétition qui peut exercer sur le foncier, puisqu'elles dépendent du foncier, entre les activités urbaines et les activités agricoles. Cette diminution de la taille amène les agriculteurs qui ont en charge la conduite de ces fermes périurbaines à diversifier la production et à passer d'une production uniquement de matière à une production de services, c'est-à-dire un accompagnement de la production de matière, les légumes, les fruits, les volailles, à la production de services qui vont avec, qui peuvent être par exemple une plus ou moins grande transformation des produits qui sont issus de la ferme périurbaine. C'est une catégorie de fermes périurbaines, de fermes d'agriculture urbaine, qui intéresse de plus en plus les collectivités locales, qui essayent de promouvoir le développement de ces fermes périurbaines en proximité immédiate des habitations et avec une promotion également des circuits courts.
La deuxième catégorie, ce sont les jardins associatifs. Ils n'ont plus du tout la même vocation économique. En général, les jardins associatifs ne produisent pas d'aliments pour qu'ils soient vendus. C'est l'autoconsommation qui est la finalité première en termes de rapport à la production alimentaire. Et puis, ces jardins associatifs sont aussi producteurs d'autres choses. Ils sont producteurs de liens sociaux, qui est un élément très essentiel de l'existence de ces jardins associatifs. Donc on les trouve dans beaucoup d'agglomérations maintenant, qui c'est aussi une forme d'agriculture urbaine qui intéresse les collectivités territoriales. Ces jardins partagés ont une croissance importante en France, mais également plus largement en Europe, et leurs rôles sont donc alimentaires et sociaux, avec dans la dimension d'alimentation quelque chose qui n'est pas forcément anecdotique. Finalement, on a deux grands types de publics, de citoyens qui sont engagés dans des jardins partagés. Il y a ceux pour qui le fait de jardiner est un acte presque politique, c'est-à-dire contribuer avec d'autres à la production alimentaire, mais sans que ça soit essentiel par rapport à leur régime alimentaire quotidien. Et puis, pour d'autres catégories d'acteurs citoyens qui interviennent dans ces jardins partagés, il s'agit d'une contribution très significative à la consommation alimentaire du foyer, de la famille ou de la famille élargie. Troisième catégorie d'agriculture urbaine, j'évoquerai le risque de la contamination après. Troisième catégorie d'agriculture urbaine, ce sont les microfermes urbaines multifonctionnelles, ce nom de code un peu bizarre. L'objet social, l'intérêt de ces microfermes urbaines multifonctionnelles, c'est le rôle social de manière hypertrophiée, même si la vente de produits alimentaires peut ne pas être anecdotique. Donc c'est un rôle social à travers le lien social d'une part, mais également à travers le rôle éducatif que ces microfermes urbaines multifonctionnelles peuvent avoir. Donc on est en général sur des surfaces qui sont de plus faible taille que les fermes périurbaines productives qui constituent la première catégorie. Mais la petite taille n'est pas forcément un problème, puisque là, la vente n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier est que certains puissent venir travailler à l'intérieur de ces micro-fermes et qu'ils puissent là avoir une capacité à concrètement mettre les mains dans la terre, se rendre compte de ce que c'est que faire pousser des végétaux ou élever des animaux. Et donc cet aspect éducatif, à la fois pour les enfants et pour les adultes, est un rôle essentiel de ces micro-fermes urbaines multifonctionnelles. Donc vous avez ici un certain nombre d'illustrations, dont certaines qui sont célèbres. À droite, il s'agit du troupeau d'ovins qu'on trouve juste au-delà du périphérique à Paris, dans un certain nombre d'agglomérations, juste dans les départements au nord de la capitale. Quatrième type d'agriculture urbaine, les serres urbaines. Donc il s'agit ici d'abord d'un objectif de production et presque exclusivement d'un objectif de production. Ces fermes productives peuvent avoir des tailles plus ou moins importantes. Elles se développent beaucoup à l'heure actuelle dans les pays du Nord, relativement peu en France. Ce n'est pas du tout le même type de modèle économique ni de modèle social que les deux précédents types d'agriculture urbaine que j'ai présentés. Ici, le rôle social n'est plus présent. La vocation est d'abord économique, avec derrière un modèle économique qui est encore discuté, dans la mesure où ce type de serre urbaine nécessite des investissements financiers tout à fait conséquents. Donc ce ne sont pas évidemment les mêmes acteurs que les acteurs des jardins partagés, ni même des fermes de la périphérie des villes, le premier type d'agriculture urbaine que j'ai présenté tout à l'heure. Ce sont d'autres acteurs qui vont intervenir, y compris des acteurs purement financiers. On a une diversité de supports physiques à ces serres urbaines. Certaines ont une emprise sur du foncier significative, puisque c'est en pleine terre que peut se faire la production, mais certaines sont en hydroponie ou en aéroponie, et donc avec une emprise sur le foncier qui est beaucoup plus faible. Et puis le dernier type d'agriculture urbaine, c'est donc la production végétale. Il n'y a pas de production animale à ma connaissance qui existe dans ce type d'agriculture urbaine. La production végétale qui se fait à l'intérieur des bâtiments, avec une artificialisation plus ou moins importante, en particulier du point de vue de la luminosité, de l'intensité de l'éclairage qui peut exister. Donc à gauche, vous avez les types les moins artificialisés d'agriculture intérieure,
avec la production en cave ou en container d'espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Par exemple des endives, des champignons, un certain nombre de plantes que l'on fait pousser avec la perspective de les faire grandir faiblement, juste de petite taille. Il semble qu'il y ait un fort intérêt du marché pour ce genre de production, avec un développement significatif, pas loin d'ici, en Belgique, aux Pays-Bas, mais aussi dans le nord de la France. Et puis, plus récemment, on voit se développer de manière, on va dire, embryonnaire en France, mais un peu plus dans d'autres pays frontaliers ou à proximité, des systèmes d'agriculture intérieure, mais qui sont beaucoup plus artificialisés, en particulier du point de vue de l'éclairage, avec des luminosités beaucoup plus fortes et une diversité plus importante du coup de production possible, avec une variété de légumes qui peuvent être produits. Et on est ici dans un système économique où la destination est essentiellement la vente et non plus du tout l'autoconsommation. Et là, les objectifs multiples qu'on peut avoir dans le troisième type d'agriculture urbaine que j'ai présenté tout à l'heure, les fermes multifonctionnelles, les objectifs de lien social ou éducatif sont complètement absents. De nouveau ici, on est dans des systèmes, en particulier dans les cas de droite, d'agriculture intérieure artificialisée, dans des systèmes où les investissements financiers nécessaires sont très importants. Donc voilà pour une présentation rapide des agricultures urbaines. Évidemment, c'est un peu caricatural de répartir comme ça en 5 catégories. Il y a des intermédiaires, il y a des hybrides, et puis il y a des choses qui ne rentrent dans aucune de ces 5 catégories. Par exemple, l'agriculture qu'on fait à l'intérieur, mais chez soi. Il commence à y avoir des petits dispositifs avec des LED pour pouvoir produire ses légumes dans sa salle à manger, dans son séjour. Il y a évidemment des élevages urbains, ça redevient très à la mode d'avoir quelques poules chez soi, des vergers urbains, donc d'autres choses qui ne rentrent pas dans ces 5 catégories. L'objectif de cette première partie, c'était finalement de pouvoir introduire la seconde qui concerne les liens entre agriculture urbaine et agroécologie. Parce qu'évidemment, ces liens ne vont pas pouvoir être les mêmes selon qu'on est dans la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième catégorie d'agriculture urbaine que je viens de présenter. Alors, agriculture urbaine et agroécologie, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'aucune de ces 5 catégories d'agriculture urbaine ne se revendique spontanément, explicitement de l'agroécologie. Quand vous discutez avec des fermiers urbains, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, spontanément, ils ne vont pas se déclarer comme relevant de l'agroécologie. Et puis, sur les commanditaires, on a vu que de plus en plus les collectivités territoriales s'intéressaient aux agricultures urbaines. On ne voit pas apparaître non plus une exigence d'agroécologie. Ce n'est pas quelque chose qui figure de manière nette dans les cahiers des charges que les collectivités territoriales mettent en œuvre pour promouvoir l'agriculture urbaine. Donc ce n'est pas un lien spontané évident entre l'agroécologie et les agricultures urbaines. Et finalement, les références historiques des agricultures urbaines, on va les trouver ailleurs. On va les trouver dans le maraîchage bio-intensif, notamment présent de manière importante aux États-Unis. On va les retrouver dans l'agriculture biologique, la biodynamie et la permaculture, qui est très à la mode à l'heure actuelle, mais qui spontanément n'est pas mise dans l'agroécologie. Et puis on va les retrouver dans ce qu'on appelle le vertical farming, c'est-à-dire l'agriculture faite dans des tours, et qui est une sous-catégorie de l'agriculture d'intérieur que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a des histoires un peu indépendantes entre l'histoire de l'agroécologie et les histoires des agricultures urbaines. C'est vrai tant sur le plan des acteurs que sur le plan conceptuel, que sur le plan des pratiques. Ça ne veut pas dire pour autant, même s'il n'y a pas de filiation directe, ou d'inclusion des agricultures urbaines dans l'agroécologie, qu'il n'y a pas de lien entre les principes de l'agroécologie et les différentes agricultures urbaines. Et c'est ça que je vais présenter maintenant, avec une première partie qui concerne l'agroécologie vue du point de vue de ses pratiques culturelles. Est-ce que les pratiques culturelles des agricultures urbaines, finalement, respectent les principes de l'agroécologie ? Avec un focus sur 2 choses. D'une part, les éléments minéraux et le recyclage des déchets organiques, et d'autre part ensuite la biodiversité et les questions d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc vous savez sans doute qu'un des principes de l'agroécologie, c'est de favoriser au maximum le recyclage des éléments minéraux
de manière à ne pas utiliser des ressources fossiles limitées, comme par exemple les phosphates, de manière trop importante, et de manière à ne pas utiliser des engrais de synthèse dont on sait qu'ils peuvent avoir des impacts environnementaux très importants, comme la production d'engrais azotés de synthèse. Donc dans l'agroécologie, cette question de recyclage est très importante. Et dans les agricultures urbaines, au moins dans une partie d'entre elles, cette question de recyclage est très présente à travers le recyclage des déchets organiques urbains. C'est une des formes de synergie entre la ville et l'agriculture dans la ville ou à proximité de la ville. Et c'est une synergie qui n'est pas nouvelle. C'est une vieille affaire puisqu'on retrouve historiquement au XIXe siècle des préoccupations fortes de valorisation des déchets urbains dans les processus de production alimentaire en périphérie des villes. Donc c'est une vieille affaire qui est en plein renouveau puisque à l'heure actuelle, ce sont d'autres types de déchets que ceux qui prévalaient au XIXe siècle qui sont pris en considération. Par exemple, le marc de café, ressource importante en région, en ville. Je ne voulais pas dire à Paris, mais aussi ailleurs en ville. À Paris, la référence qui figure ici, c'est 4 tonnes de marc de café par an et par café. Donc une très grande quantité de matière organique qui est éventuellement utilisable. De la même manière, les drèches, c'est-à-dire ce qui est des sous-produits de l'industrie meunière, c'est produit en quantité importante dans les meuneries qui sont à proximité des villes. Donc tous ces déchets organiques, déchets entre guillemets, peuvent être recyclés en agriculture. Et si l'agriculture urbaine est à proximité des lieux de production de ces déchets, il y a une synergie évidente à mettre en œuvre. Donc, par exemple, un certain nombre d'entreprises se développent pour l'utilisation du marc de café et la production de champignons sur ce substrat organique. D'une manière plus récente, on s'intéresse aussi à la valorisation des déchets de cuisine, des ordures ménagères, non pas comme substrat, mais comme fournisseurs d'énergie par différentes voies, qu'il s'agisse du compostage ou de la méthanisation, pour la production d'énergie utile dans certaines des formes d'agriculture urbaine que j'ai présentées tout à l'heure. Donc les fermes, les types d'agriculture urbaine qui sont concernés par ce recyclage, ce sont les premiers types de ce que j'ai présenté tout à l'heure, les fermes périurbaines, les jardins partagés, les micro-fermes, et puis d'une manière beaucoup plus sommaire, les fermes d'agriculture intérieure, mais dans ce qui figurait dans la gauche de la diapositive, c'est-à-dire celles qui sont le moins artificialisées. Donc on a aussi, dans ce qui figurait hors catégorie tout à l'heure, une utilisation des déchets organiques urbains. J'ai parlé des poulaillers domestiques. Les personnes qui ont 2, 3, 4, 5 poules chez eux utilisent les déchets organiques urbains et on produit... les poules consomment 150 kg de déchets organiques urbains. 2 poules, pardon, pas une, consomment 150 kg de déchets organiques urbains par an. Donc, je passe à une illustration qui, évidemment, compte beaucoup pour Christine et pour AgroParisTech. C'est celle de l'utilisation des toits d'AgroParisTech, cet établissement d'enseignement supérieur et de recherche, rue Claude Bernard à Paris, pour expérimenter de l'agriculture urbaine sur les toits, donc les toits potagers d'AgroParisTech, qui ont été une première développée il y a une dizaine d'années dans l'établissement et à Paris, et qui ont permis un certain nombre de travaux de recherche, en particulier une thèse qui vient de se soutenir au mois de décembre 2017, soutenue par Baptiste Grard, qui a travaillé sur une dimension particulière qui est les risques de toxicité et par ailleurs les services rendus par des sols artificiels. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas sur une emprise urbaine sur le foncier au sol, on est sur la valorisation de sols qu'on appelle des technosols, qui sont des sols reconstitués, issus en particulier de déchets urbains. Et Baptiste a travaillé pour identifier, c'est ce qui figure dans les illustrations de droite que je ne commenterai pas, il a travaillé pour regarder quels étaient les risques de toxicité de réaliser ça sur des technosols dans une atmosphère qui est celle d'une grande ville. Et il a regardé également quels étaient les avantages liés à cette production agricole sur les toits, en termes de productivité, mais aussi en termes de services rendus. Par exemple, 90% de l'eau qui tombe est retenue dans les bacs. Donc par rapport à tout ce qui relève de la dynamique hydrologique
dans les villes, cette question de l'agriculture sur les toits est quelque chose qui est de plus en plus considéré. Et puis, il a regardé aussi les services de biodiversité qui pouvaient être rendus. Toutes ces choses-là relèvent bien d'une préoccupation agroécologique, même si ces types d'agriculture ne se revendiquent pas spontanément de l'agroécologie. Sur la deuxième dimension que j'ai évoquée tout à l'heure, dans les principes d'agroécologie qui guident le choix de pratiques culturales, il y a la question de la préservation de la biodiversité et de la minimisation du recours aux produits phytosanitaires. De ce point de vue-là, si on regarde la biodiversité cultivée en agriculture urbaine, au moins pour les 3 premières catégories d'agriculture urbaine que j'ai évoquées tout à l'heure, on a une biodiversité cultivée importante. Dans les jardins associatifs, cette biodiversité qui a été mesurée par Jeanne Pourrias et Anne-Cécile Daniel, qui sont 2 des collègues de Christine Aubry, elle varie en fonction de la taille des exploitations d'agriculture urbaine. Quand il y a 100 mètres carrés, on est à une vingtaine d'espèces cultivées. Quand on a 8 mètres carrés, donc beaucoup plus petit, il y a toujours 5 à 20 espèces qui sont présentes par mètre carré. Dans les maraîchers en circuit court, on est dans des systèmes qui très souvent sont en agriculture biologique, dans lesquels on a une multiplication des espèces qui sont présentes. Et on a, par exemple, sur moins de 10 hectares, dans les exemples qu'a étudié Jeanne Pourrias, 50 à 130 cultures différentes, donc une très forte biodiversité. Et du point de vue de l'utilisation des produits phytosanitaires, on est souvent dans une minimisation de leur usage, avec des traitements limités. On est parfois, voire souvent en agriculture biologique, dans tout ce qui concerne les jardins partagés, les fermes périurbaines, très souvent, et les micro-fermes multifonctionnelles. On est dans des modes de raisonnement qui sont très proches de ceux qui sont promus en agroécologie, même si spontanément, encore une fois, ce n'est pas un rapport qui est fait directement par les fermiers d'agriculture urbaine que celui de ce rapport à l'agroécologie. Mais on peut aussi être en agriculture urbaine dans des types de production high-tech, en particulier dans l'agriculture intérieure, et d'autant plus qu'on va de la gauche vers la droite dans la diapositive qui présentait l'agriculture intérieure, on est dans du high-tech dans lesquels il peut y avoir une artificialisation très importante qui, là, est plutôt à rebours des principes de l'agroécologie, qui repose plutôt sur l'utilisation des processus naturels. Le deuxième grand type de relation qu'on peut tenter de faire entre les agricultures urbaines et l'agroécologie, c'est la question de la transformation des systèmes agroalimentaires. En effet, l'agroécologie, ce n'est pas seulement la modification des pratiques culturelles, mais c'est aussi la transformation de l'ensemble du système alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation. L'agroécologie est vue par certains auteurs historiques comme une écologie des systèmes alimentaires. Donc de ce point de vue-là, les agricultures urbaines créent des liens via l'agriculture. Ce n'est pas le cas pour toutes les formes d'agriculture urbaine, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais pour un certain nombre d'entre elles, par exemple les jardins partagés, les micro-fermes, les agricultures urbaines créent des liens entre les habitants. Elles font une reconnexion à la nature, notamment à travers les dimensions éducatives que j'ai mentionnées tout à l'heure, et c'est vrai de manière très importante pour les micro-fermes multifonctionnelles. À côté de ça, les fermes d'agriculture urbaine sont très souvent des lieux de renforcement des capacités. Donc vous connaissez très certainement les jardins de Cocagne et un certain nombre d'autres organisations de ce type, qui sont des lieux d'agriculture, souvent urbaine ou périurbaine, qui permettent une insertion, une réinsertion professionnelle. Et donc on est dans une situation où on ne fait plus que créer du lien entre les habitants, on crée de la capacité chez certaines personnes qui pratiquent l'agriculture urbaine. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique en France, c'est quelque chose qui est évidemment très répandu ailleurs en Europe et aux États-Unis. Par ailleurs, du point de vue de cette transformation des systèmes alimentaires, les agricultures urbaines sont aussi des lieux de reconquête d'un pouvoir des citoyens sur le système alimentaire. C'est-à-dire ne plus subir ce que l'on consomme, mais choisir ce que l'on consomme et choisir également la manière de produire ce que l'on va consommer. Et donc il y a une capacité, c'est vrai pour tout ce qui concerne les circuits courts qui sont réalisés dans des AMAP par exemple, et on retrouve une capacité du consommateur à intervenir sur ce qu'il va consommer et la manière dont c'est produit. Dans une AMAP, il y a une sorte de
prévalence du consommateur sur ce que va faire l'agriculteur, au moins dans un certain nombre de ces associations, pour la maîtrise de l'agriculture en milieu paysan. Donc, on a une reconquête du pouvoir, de pouvoir par les consommateurs sur le système alimentaire, évidemment quand ils sont en autoproduction, mais aussi quand ces citoyens ont une capacité d'intervention sur le producteur. Et puis, de plus en plus, au-delà des marchés de niche, qui peuvent être discutables du point de vue du rapport à l'agroécologie, par exemple, quand l'agriculture urbaine sert à fournir des restaurants avec un grand nombre d'étoiles en région parisienne, on s'éloigne d'un certain nombre des objectifs sociaux de l'agriculture urbaine. Mais ce à quoi je voulais en venir, c'était à la question du rôle que les villes et les collectivités territoriales commencent à avoir à travers l'agriculture urbaine sur la capacité à modifier ce que l'on produit et la manière dont on produit. Donc c'est en particulier vrai pour tout ce qui concerne la maîtrise de la restauration collective, dont sont responsables les collectivités territoriales. Et on voit de plus en plus fleurir les initiatives des collectivités qui veulent intervenir sur la manière dont la consommation, la production de ce qui va être consommé dans les cantines est réalisée. Et vous avez différents instruments qui se développent à l'heure actuelle dans différentes institutions et qui permettent cette reconquête du pouvoir des citoyens médiatisée par les collectivités territoriales sur l'agriculture. Je vais en terminer avec un point tout à fait important pour l'agroécologie, mais qui n'est pas forcément le plus intéressant à développer ici, qui concerne la manière dont est faite la recherche en agriculture urbaine. L'agroécologie, ce n'est pas seulement des pratiques culturales, c'est aussi une manière de produire des références sur l'agriculture. Et en ce qui concerne la recherche qui est faite sur les agricultures urbaines, on est dans une recherche avec une interdisciplinarité forte, et dans une recherche pour laquelle les liens entre les chercheurs et les acteurs des villes en particulier, sont extrêmement importants. Et ça, c'est quelque chose qui correspond tout à fait au canon de la recherche en agroécologie, telle qu'elle peut être faite sur les agricultures qui ne sont pas des agricultures urbaines. Donc finalement, que l'on considère les pratiques agricoles, l'influence sur le système alimentaire ou la manière dont la recherche est faite dans les agricultures urbaines, on a une convergence de fait entre les agricultures urbaines et l'agroécologie, dans les différentes dimensions que je viens d'évoquer, pratique, système alimentaire et recherche. En revanche, ce lien est plus ou moins fort selon les catégories d'agriculture urbaine que j'ai présentées précédemment. Et finalement, on peut se poser une question, c'est pourquoi est-ce que les formes diverses d'agriculture urbaine que j'ai évoquées en introduction, dans ma première partie, ne se revendiquent-elles pas de l'agroécologie, puisqu'il y a une convergence de fait. Et ça, c'est une question que les sociologues et les anthropologues sont susceptibles de débrouiller. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et la dernière diapositive de Christine concernait les références qu'elle a utilisées et qui sont présentes dans le diaporama. Merci.